des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Jusqu'au 21 septembre, le Zoom nous invite à devenir tour à tour acrobates, funambules, voltigeurs pour éprouver les phénomènes physiques qui se cachent derrière les plus grands numéros de cirque. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui nous partons à l'exposition Cirque Science proposée par le Zoom, le Centre de culture scientifique et technique, où je suis accueillie comme souvent par Clotilde. Merci Clotilde et bonjour. Bonjour et merci d'être venu. Merci à vous parce que là il est question de cirque, donc déjà c'est toujours un plaisir. Et puis en plus il est question de tout ce qui se cache ou ne se cache pas, mais tout ce qui est nécessaire pour que le cirque puisse fonctionner. Donc on va voir comment ça peut répondre à certaines lois de la gravité par exemple, comment la force centrifuge aussi peut interagir. Vous allez nous dévoiler tous ces secrets et peut-être on pourra les mettre en application. Peut-être, oui, on a la chance d'avoir des petits dispositifs qui nous permettent d'expérimenter, donc c'est sympa. Peut-être que déjà on peut parler du cirque moderne tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a les cirques comme à Jubelin par exemple, les cirques gallo-romains, mais en fait j'ai appris avec cette expo que le cirque répondait à une contingence tout à fait pragmatique. Si j'ai bien compris, c'est la longueur du fouet pour diriger les chevaux qui a déterminé le diamètre de la piste. C'est ça, à la base c'était plutôt que tout ce qui était spectacle équestre. Et la première piste circulaire qui a été produite a été mise en place selon cette longueur, donc 13,5 mètres, qui correspond à la longueur du fouet. En fait, c'est le diamètre, donc du coup, la moitié, en fait, pour que la personne qui guide les chevaux soit au centre et dirige le cheval. Et donc ça a forcément conditionné la taille de la piste. Et aujourd'hui, dans tous les cirques, ce qu'on imagine en tout cas en tant que cirque, avec cette piste circulaire et les tribunes autour, et en fait correspondent toujours à cette dimension-là. Donc déjà, c'est une petite anecdote intéressante. Et ensuite, là, ce que propose vraiment cette exposition, c'est de comprendre comment les tours, les exercices que l'on voit sont possibles par la science. Donc en fait, c'est aussi une façon d'approcher les sciences avec un côté très ludique. Exactement, et en fait, on ne peut pas dissocier les sciences de l'expérimentation. Et en fait, le cirque, à la base, c'est de l'expérimentation, c'est voir ce qu'on est capable de faire avec notre corps. Ça part c'est vraiment une discipline artistique, mais au fur et à mesure de la construction des spectacles et de l'évolution de la science en parallèle, a fait que les scientifiques, les techniques se sont posé la question. Aujourd'hui, quand on crée un numéro de cirque, il y a toute une technique derrière. Il faut imaginer que nous, on voit juste les artistes qui ont travaillé déjà pendant des heures pour pouvoir faire ce qu'ils font. Et surtout, il y a des scènes derrière, il y a des dispositifs, il y a des agrès, il y a des fils. Enfin, tout ça, c'est technique. Et il faut que ce soit imaginé, pensé, réfléchi de façon scientifique en répondant aux lois de la physique, etc. Alors notre idée n'est pas de faire perdre un petit peu de sa poésie et de son mystère au spectacle du cirque, mais bien de les comprendre. Alors par exemple, le premier atelier que l'on va expliquer, c'est l'acrobatie aérienne. Il y a des sigles terribles qui pourraient faire tout à fait peur. Vous allez nous permettre de dédramatiser tous ces sigles, toute cette équation physique. Oui, on va essayer. Dans les acrobaties aériennes, déjà, ce qu'on entend, c'est le plus simple pour se le représenter, ça va être tout ce qui va être le trapèze. C'est le choix qui a été fait, c'est d'illustrer les acrobaties aériennes avec le trapèze. Et on a du coup ici un dispositif. Oui, on entend que le petit bonhomme s'agite sur son trapèze. Voilà, on entend ce petit bip. Le bip qu'on entend, en fait, c'est vraiment pour comprendre ce qu'on appelle la notion de période. La notion de période en physique, c'est de voir qu'il y a certains mouvements qui sont périodiques, qui se répètent. Et notamment, sur un trapèze, le balancier du trapèze va avoir une certaine période, donc une certaine régularité dans le mouvement. Et cette période, c'est la petite équation qu'on voit là, elle dépend notamment d'une chose très importante, ça va être la longueur des cordes du trapèze, mais aussi comment le trapéziste se tient sur son trapèze. S'il est assis sur son trapèze,
il va forcément influencer sur la longueur, parce que s'il est tendu en dessous, avec les bras tendus et il est complètement tendu, il va augmenter la longueur. Plus cette longueur va être grande, plus la période va être grande. Le mouvement de balancier, en fait, va prendre du temps. Ça va mettre du temps à revenir à son état initial. C'est important à comprendre quand on crée un spectacle avec des trapézistes, c'est que pour pouvoir se synchroniser, et du coup faire des acrobaties dans les airs et réussir à attraper le trapèze ou les mains de l'acrobate, il faut synchroniser, il faut prendre en compte cette période et peut-être potentiellement ajuster les longueurs des câbles pour faciliter en fait la synchronisation entre les trapézistes. On ressentira peut-être différemment les frayeurs quand on verra des acrobates qui se lâchent et qui doivent se rattraper au vol. En fait, tout ça est calculé de façon tout à fait scientifique. C'est maîtrisé finalement. Clotilde, vous parlez d'expérimentation. Là, par exemple, ce petit bonhomme, alors je vous laisse nous expliquer, parce que je l'ai juste actionné et il s'est balancé. Mais en fait, on peut expérimenter le fait que la longueur de la corde influe sur le rythme du balancement. C'est ça. Ici, on peut allonger la corde du petit trapéziste et voir l'impact que ça va avoir. Alors peut-être qu'on va essayer de le faire de façon sonore avec le petit bip. Ici, on a la corde, on l'a mis au maximum. Elle est plus longue. Et du coup, on va pouvoir écouter. Donc là, on entend les bips qui sont finalement assez lents, assez éloignés puisque la corde est longue. Et si on raccourcit la corde, on voit que ça va beaucoup plus vite. Alors là, on entend, oui, que le balancier est beaucoup plus rapide. Quel atelier nous proposez-vous maintenant ? Je pense que quand on parle cirque et acrobatie, il faut parler d'équilibre. Et du coup, je vous propose de découvrir vraiment la notion d'équilibre. Avec les histoires de centre de gravité. Exactement, là on est vraiment sur comprendre ce que c'est que le centre de gravité. Alors, on a un corps qui a une masse et notre masse, du coup, fait qu'on interagit avec les autres objets massiques. On a un très gros objet massique proche de nous, la planète Terre. La planète Terre, elle est très très lourde, elle est très massive et du coup, elle nous attire en permanence. C'est ce qu'on appelle le poids, la force d'attraction de la Terre, c'est le poids qui va dépendre de notre masse et de la masse de la Terre. La masse de la Terre, elle ne change pas, mais nous, selon qui on est, selon notre masse, voilà. Donc on est en permanence attiré par la Terre, par cette gravité, par cette force d'attraction. Et quand on étudie un objet qui possède une masse, on va étudier son centre de gravité. Nous, quand on se tient debout sur nos deux pieds, on a un peu cette image que notre centre de gravité il est à peu près au niveau de notre nombril. Voilà. Tant que notre nombril, entre guillemets, reste au-dessus de nos pieds, tout va bien. On reste en équilibre, on ne risque pas de tomber. Mais on voit bien que si on se penche un peu en avant ou en arrière, on sent ce déséquilibre et on risque de tomber. Nos acrobates, ils n'échappent pas à ça. Ils ont aussi leur centre de gravité, même si des fois on a l'impression que non. Et ils doivent jouer en permanence avec ce centre de gravité. Ici, on a du coup un petit module pour comprendre un petit peu comment nos acrobates, notamment sur un fil, donc les fils de ferriste ou les funambules, vont pouvoir tenir en équilibre malgré leur centre de gravité qui fait qu'ils ont plutôt tendance à tomber parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'appui sur un fil. En fait, oui, c'est ça, le point d'appui ne change pas le centre de gravité qui restera toujours leur nombril. C'est ça. Et sauf que quand on est juste sur un pied sur un fil, le point d'appui, il est très réduit. Alors que quand on est sur le sol posé et nos deux pieds sur le sol, on a des points d'appui, une surface d'appui qu'on appelle le polygone de sustentation. Alors c'est un terme très scientifique, mais c'est vraiment en gros... On est là pour apprendre des choses. C'est ça, c'est vraiment la surface d'appui. Donc quand on est sur un fil de fer, la surface d'appui, elle n'est pas très grande. Donc il va falloir trouver des solutions pour contrecarrer ce risque de chute. Alors, il y a l'entraînement. Il y a aussi le fait de gagner en musculature pour... gagner en équilibre, en fait, se gainer, c'est à ça que ça va servir. Et aussi, on peut retrouver certaines personnes à très haute hauteur qui vont avoir des grands balanciers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, et qui vont du coup être très courbés et qui vont venir ajouter des masses un peu sur les côtés. Et ça a un rôle, ça va jouer sur le centre de gravité parce qu'à partir du moment où on rajoute de la masse qui va vers le bas ou sur les côtés, on est en train d'ajuster notre centre de gravité vu que notre masse va agir sur où se trouve notre centre de gravité.
Ce module permet d'expérimenter ça et de trouver ce qu'on appelle l'équilibre stable, qui est, on va dire, un peu difficile, je trouve, à percevoir, mais il faut bien comprendre que tant que notre centre de gravité est au-dessus de nos points d'appui, on risque le déséquilibre, on risque de tomber. Si ce centre de gravité se décale par rapport à nos points d'appui, on tombe. Et bien, il y a une technique qui permet d'être en équilibre stable, c'est-à-dire faire passer notre centre de gravité sous le fil. Ça m'intrigue. Pas évident à se rendre compte, mais il suffirait, entre guillemets, de mettre des poids sous nos pieds. Oui. Et du coup, ça décalerait complètement notre centre de gravité. Et là, c'est ce qu'on peut faire avec cette expérience où on a un petit équilibriste. Alors, vous n'avez pas l'image, mais l'idée, c'est qu'on vient mettre un petit bonhomme en plastique sur son fil et on va pouvoir lui accrocher des poids en dessous. Là, pour le moment, il est complètement déséquilibré. Voilà, on est obligé de le tenir. Et quand on vient rajouter un poids, une masse assez importante en dessous, eh bien, en fait, il va tenir en équilibre. Et même si on le déséquilibre un petit peu, bon, là, je l'ai trop déséquilibré, mais même si on vient un petit peu lui pousser sur l'épaule, entre guillemets, eh ben, il va rester debout. Alors que vraiment, quand on enlève le poids, là, vous ne le voyez pas, mais il ne tient pas du tout sur lui-même. Il y a des petites expériences rigolotes comme ça qui marchent très bien, notamment si on prend un bouchon de liège et qu'on met un cure-dent dessous, et qu'on essaie de faire tenir son doigt. C'est quasiment impossible, on est d'accord. Enfin, essayer de visualiser cette expérimentation. L'idée n'étant pas de percer le doigt. Non, c'est ça exactement. Mais il y a une façon très simple pour faire tenir ça en équilibre. On va mettre 2 pics à brochettes sur les côtés qui vont orienter vers le bas avec par exemple de la pâte à fixe ou de la pâte à modeler pour mettre du poids vers le bas. Et là, aucun souci, ça tient sur le doigt, on peut marcher avec, il n'y a pas de problème. Je vous invite à le tester chez vous. Oui, parce que ça, c'est une expérience facile à réaliser et sans aucun danger. Et c'est très troublant parce que même quand on travaille dans les sciences, des fois, il y a des choses, quand on le vit, on se dit mais c'est pas possible, enfin, ça paraît pas normal. Mais c'est vraiment ce principe de ce centre de gravité. S'il passe sous nos points d'appui, on est en équilibre complètement stable. C'est grâce à cette découverte-là qu'il y a certains numéros qui peuvent nous paraître très troublants, très impressionnants, alors qu'en fait, c'est juste que... Ils ont des semelles de plomb, par exemple. Peut-être. Je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, moi, j'ai déjà vu des images d'une personne qui est sur un monocycle, sur un fil, et en dessous, la personne accrochée à son monocycle par un dispositif. Il y a une personne qui fait du trapèze, et ils sont en équilibre stable parfait, puisqu'en fait, le poids du trapéziste qui est en dessous va descendre le centre de gravité sous le point d'appui du monocycle. Et du coup, c'est en équilibre stable. Mais par contre, Clotilde, il y a quand même un gros souci, c'est qu'en fait, on est effectivement complètement admiratif quand on voit des funambules dans l'espace, sur un fil ou sur une poutre très très en hauteur. Mais du coup, là, on va perdre complètement de magie. Parce qu'on va dire, oui, c'est pas compliqué, en fait, il a des points en dessous. Donc ça, on va... Après, c'est sur certains numéros où en effet ils vont mettre ça en place, mais il faut bien garder à l'esprit que les personnes qui sont sur leur fil, ils ont certes parfois un balancier, mais le balancier ne suffit pas à lui-même. Là, pour le coup, ça va aider, ça va empêcher de tomber trop vite, entre guillemets, mais il faut quand même réajuster en permanence. Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'équilibre, et puis comme je disais tout à l'heure, de force physique, de musculature pour pouvoir ajuster en permanence. Et il y en a, ils n'utilisent même pas du tout de balancier, ils ont juste leurs bras. Là, c'est encore... On trouve des façons de faire des numéros beaucoup plus impressionnants grâce à la physique, mais ça n'enlève pas la prouesse des acrobates derrière, on est bien d'accord. Bon, ouf. Et Clotilde, dans les cirques, il y a souvent aussi des tours de magie. Et alors, si on part du principe qu'on ne croit que ce qu'on voit, eh bien, il y a quand même des choses qui sont inexpliquées, et certainement pas inexplicables. Oui, alors en effet, je pense que ça fait référence à la médiation qu'on a conçue. Je ne crois que ce que je vois. On a choisi de faire une médiation qui va revenir un peu sur cette phrase en lien avec la magie. Parce que dans l'exposition La Circasscience, c'est essentiellement un focus sur la partie physique.
Et nous, on s'est dit qu'on voulait un peu aborder la magie aussi, qui n'est pas abordée dans l'exposition, mais que nous, on aborde à côté. Comme toujours, en fait, hein, le Zoom complète de façon tout à fait pertinente et intéressante les expositions que vous faites venir d'ailleurs. Elles viennent d'où, pardon, d'ailleurs, cette exposition Circassiance ? Celle-ci, elle vient de l'Exploradome qui est à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. D'accord, et donc je vous laisse nous expliquer cette animation spéciale magie alors. On part d'un tour de magie, d'un tour de cartes qu'on propose au public. Alors, il faut bien garder à l'esprit qu'on est médiatrice de base et pas magicienne, mais on s'est beaucoup entraîné pour le faire. Donc, on a un petit peu, nous, cherché à comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui rentre en jeu quand on fait un tour de magie. Donc, il y a de la technique, bien évidemment, mais il y a aussi ce côté... en fait, les magiciens, les magiciennes, les illusionnistes, même les mentalistes, aujourd'hui on entend beaucoup parler, c'est un peu des experts et des expertes de notre cerveau. Notre cerveau, même s'il est très puissant, il peut être un petit peu limité. Et nos sens aussi. Et c'est pour ça la phrase « je ne crois que ce que je vois », c'est qu'en fait, nos yeux nous permettent de visualiser le monde d'une certaine façon, mais notre cerveau, en permanence, il a plein d'informations qui lui arrivent. Il interprète finalement ce que les yeux lui renvoient. C'est ça. Donc, il voit des choses avec les yeux, mais il entend aussi des choses avec les oreilles. Il y a notre corps qui envoie plein d'informations en permanence, notre biologie, notre physiologie. Il reçoit plein d'informations. Donc, il ne peut pas, en effet, tout traiter. Donc, il est obligé d'interpréter. Et en fait, les scientifiques, notamment, c'est surtout des psychologues qui travaillent sur ces sujets-là et des neuroscientifiques, ont mis en évidence que le cerveau, il choisit un peu la facilité. Et il va un peu interpréter selon les choses qu'on attend, mais aussi selon les choses dont on a l'habitude, selon notre culture aussi. Notamment pendant cette médiation, on présente une illusion d'optique pour bien montrer un peu l'impact, qui est basée qui s'appelle l'échiquier d'Adelson, et qui montre un échiquier où on se fait avoir sur deux couleurs qu'on ne voit pas identiques alors qu'elles sont identiques. Toute personne ayant déjà vu un échiquier sait que les cases noires et blanches s'alternent, et du coup on est directement influencé par ça parce qu'on sait ça, on attend ça. Une personne qui potentiellement n'a jamais vu d'échiquier ne sait pas ce que c'est que le jeu d'échecs, peut-être que ça ne marcherait pas du tout sur cette personne-là parce que elle s'attend pas à ça. Je ne vais pas révéler tout ce qui se passe dans cette animation, mais en tout cas on vous fait vivre une petite expérience qui vous fait prendre conscience que vraiment votre cerveau il est très puissant, mais des fois il se fait avoir. Il est un petit peu paresseux, il va au plus facile finalement, à ce qu'il connaît. C'est un peu ça. Mais en même temps, c'est grâce aussi à ces petits biais, on appelle ça des biais cognitifs, qu'on peut vivre un spectacle de magie et se laisser complètement aller. Et même si on sait que notre cerveau il se fait avoir, ça n'enlève pas justement la magie. Et même moi qui maintenant connais un petit peu certaines choses, parce que j'ai dû travailler dessus, quand je vois un tour de magie, je me fais avoir quand même et je prends beaucoup de plaisir et il n'y a pas de frustration et c'est très bien. Donc venez vivre l'expérience, ça vaut le coup je trouve, enfin selon moi en tout cas. Et le peu de personnes qui l'ont vécu pour le moment ont été ah oui c'est quand même intéressant. Et voilà, c'est un peu troublant. Il nous reste peut-être un tout petit peu de temps pour un autre atelier si vous voulez Clotilde. Sur quoi porterait votre choix ? La jonglerie. C'est aussi un des incontournables du cirque. Et alors, pareil, là, on croit pouvoir supposer que c'est vraiment un entraînement et ça répond aussi à des contraintes physiques. C'est ça. En fait, un module qui est intéressant et en plus qui est associé ici clairement à de la pratique puisqu'il y a un espace de jonglerie dans l'exposition et vous pourrez du coup vous essayer à la massue, au cerceau, au diabolo, tout ça. Il y a la possibilité de vraiment mettre en place une démarche expérimentale, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Donc quand on jongle, les objets qu'on lance vont toujours dessiner une trajectoire, toujours la même trajectoire. On appelle ça une parabole. Parce que, ils ont aussi un centre de gravité, en fait, ces objets, celles dont on parlait tout à l'heure. C'est ça, exactement. Ils ont un centre de gravité, donc ça veut dire qu'en permanence, ils sont attirés par la Terre, par la force de gravitation. Et quand on jette un objet en l'air, donc au début, sa vitesse va accélérer, puis atteindre une hauteur maximale et finalement retomber. Et ça dessine une parabole. Et tous les objets dessinent des paraboles quand ils sont envoyés en l'air. Peu importe la forme de l'objet, c'est vraiment le centre de gravité va former cette parabole.
Ça va permettre aux artistes de savoir à l'avance quelle va être finalement la trajectoire de leurs objets, et du coup vont s'entraîner et vont pouvoir anticiper à quel moment va retomber l'objet, et puis synchroniser leurs mouvements à force d'exercice. Mais voilà, il y aura jamais de surprise, à moins de recevoir un objet qu'ils ne connaissent pas du tout. Ce sera toujours attendu. Et ici, le module, il invite à essayer de... Oui, parce que du coup, c'est pas la fin du mystère, là, quand même. Non. non. Et puis, il faut quand même s'entraîner. Hein. Même si on comprend la physique derrière, moi, je peux vous dire que je ne sais pas jongler. Et là, expérimentalement, on va essayer de redéfinir une de ces fameuses courbes de cette trajectoire parabolique. Alors, on a une petite bille qu'on entend... et on a aussi un petit espace où il faut réussir à amener la bille. On a un autre dispositif de l'autre côté qui va nous permettre de mettre un angle de départ et une hauteur de départ pour cette bille. Et le but, c'est de réussir de l'amener dans la petite encoche. Et je trouve ça intéressant parce qu'on peut y appliquer une démarche expérimentale dans le sens où souvent, quand on fait des sciences, on fixe certains critères et on en fait varier un pour voir l'influence de ce critère sur notre objectif. Et là, on peut le faire. On peut fixer notre petite rampe de départ avec un angle particulier. Donc là, par exemple, à peu près à 45 degrés. Et on peut le faire partir d'auteurs différents. Donc moi, je fixe mon critère angle et je vais commencer en tentant de faire partir la bille au plus bas. Bon, ça n'a pas marché. Mais on va pouvoir voir si en augmentant la hauteur de ma bille, est-ce que c'est mieux? Ah non, c'est pas mieux. Donc là, il n'y a aucune hauteur qui permet d'arriver à mon objectif. Donc je vais modifier. On perçoit quand même que la hauteur influe sur la vitesse et donc peut-être aussi sur cette parabole. Exactement. Il y a les deux facteurs qui vont influencer. Enfin, les facteurs qui vont influencer, c'est la vitesse en effet à laquelle est envoyé l'objet. Donc là, c'est représenté par la hauteur de l'objet. Pareil, on pourrait parler d'énergie potentielle cinétique en mécanique là pour revenir sur cette idée-là. Et l'angle selon lequel on va l'envoyer, si on va l'envoyer plutôt à la verticale, plutôt à l'horizontale, et la masse de notre objet qui va influencer sur la forme de la courbe. Et donc là, on peut se dire, cet angle-là, il n'a pas fonctionné, donc je vais en essayer un autre, et puis je vais essayer mes différentes hauteurs, donc mes différentes vitesses, et réussir au bout d'un moment à trouver la solution pour faire ce défi. Sachant que globalement, c'est comme ça que les scientifiques y travaillent. Ils ont envie de montrer quelque chose, donc ils vont faire varier plein de critères. Et puis parfois, ils vont trouver les critères avec lesquels ça fonctionne super bien. Et puis des fois, ils vont rien trouver. Et puis c'est que c'était pas possible selon ce protocole-là. Donc il faudra repenser le protocole. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce module-là, c'est qu'il permet d'aller vers un peu cette façon qu'ont les scientifiques d'imaginer leur protocole pour pouvoir démontrer des choses. Et on voit bien que les artistes ont existé bien avant et ont jonglé, ont fait des acrobaties bien avant qu'on ne comprenne avec les sciences comment c'était possible. Mais n'empêche que là, cet éclairage est tout à fait intéressant parce qu'il peut être appliqué après dans la vie quotidienne. En fait, c'est pas juste de comprendre comment font les artistes pour être en équilibre sur un pied, sur un fil à 15 mètres de haut. C'est pas juste ça, c'est qu'après il y a des applications concrètes. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis en tout cas, je suis rassurée parce que donc ça n'enlève pas de la magie, du petit frisson d'angoisse qu'on peut avoir dans ces spectacles de cirque. Et on n'a pas parlé du clown, mais c'est aussi un incontournable. Et il y a un atelier, mais là, du coup, il faudra venir voir cette exposition. Donc au Zoom, le Centre de culture scientifique et technique, place de RC à Laval, qui alors pendant les vacances va être ouvert à fond. C'est ça, du mardi au dimanche, tous les jours, jusque le dimanche, c'est que l'après-midi. Mais voilà, du mardi au dimanche, vous pourrez venir sur les horaires d'ouverture pour découvrir l'exposition. Donc Cirque à Science, on a aussi un espace plutôt détente, lecture avec des jeux en lien avec la thématique. On a installé une galerie des femmes, soit des femmes scientifiques qui, leurs travaux permettent,
ont pu permettre de faire avancer les techniques circassiennes, mais aussi des femmes circassiennes, des femmes un peu entre les deux aussi, qui ont commencé par les sciences et qui en ont fait un art derrière. Voilà, donc des femmes à découvrir. Et je me permets de faire un petit mot aussi sur notre escape game. Ça s'appelle Panique au cirque. Et vous pourrez vous y essayer tout l'été. Et puis il y aura des sessions quasiment tous les jours, du mardi au samedi si je ne me trompe pas, pour essayer d'aider notre Madame Loyale, donc, qui a perdu son micro dans les loges en bazar. Et voilà, sauf que le spectacle il doit commencer soit dans 1 heure, soit dans 45 minutes, selon le scénario que vous choisirez. Et voilà, donc plein de petits mécanismes sympas sur la thématique du cirque, accessible dès 5 ans pour la version débutante. Donc n'hésitez pas à venir, même si vous n'avez pas l'habitude de faire des escape games, il y a vraiment moyen de s'amuser. En tout cas, les retours qu'on a pour le moment sont très positifs. Et en effet, et comme toujours, vous savez, vous adressez à un public très large. Donc, c'est tout à fait intéressant comme activité à faire cet été. Et en rappelant que l'entrée, 3 € pour les adultes, 2 € pour les enfants et gratuit même pour les moins de 5 ans. Donc c'est vraiment une occasion de rêver un petit peu et puis aussi de comprendre un peu la mécanique qu'il y a derrière le rêve parfois. Donc merci beaucoup Clotilde de cette visite en immersion au Zoom que vous nous avez proposé. Merci. Et ben avec plaisir et merci encore d'être venu pour écouter tout ce qu'on a à vous dire sur nos expositions. C'est un régal, il y en a encore beaucoup plus à dire. Toutes les sciences du monde n'empêcheront pas que les artistes ont aussi besoin d'entraîner leur corps. Et je crois qu'il y a un petit coin un petit peu prévu aussi pour comprendre tout ce qui est musculation, comment on peut agir un petit peu sur son corps. Et puis il y a aussi la découverte des coulisses en dessous des scènes. Mais là, on laisse les auditeurs se déplacer et puis voir effectivement toutes les animations que vous pouvez proposer en parallèle qui sont bien détaillées sur le site internet.